On est samedi matin, le dernier jour où on aura des conférences comme il y en a eu toute la semaine sur le stand de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, le thème de la journée qu'on a écrit derrière, c'est s'installer, devenir paysan ou paysanne. Le projet que la Conf défend autour de l'agriculture paysanne nécessite de nombreux paysans et paysannes, et il nécessite qu'ils soient formés pour pouvoir mettre en place l'agriculture paysanne. Et cette journée sur le thème de l'installation commence avec une table ronde autour de la formation, et donc de cette question de dire comment on peut aujourd'hui former les personnes qui vont être à même de nous nourrir demain. Pour cette table ronde, on a plusieurs invités. Donc, dans l'ordre, depuis moi, Jean-Marie Le Boiteux, qui est secrétaire national du SNETAP FSU, donc enseignement syndicat d'enseignants de l'enseignement agricole public. On a monsieur Philippe Poussin, qui est donc directeur du CNEAP ou président ? Secrétaire général du CNEAP, donc représentant de l'enseignement agricole privé. Monsieur Serge Cheval, donc, qui est, responsable de l'Union des maisons familiales et rurales. Lucie Chaboisson, qui est animatrice de la SIAP, coopérative d'installation en agriculture paysanne, dans l'ouest de la France. C'est Loire-Atlantique. Et puis Michel Roux, donc secrétaire national de la Confédération paysanne, responsable notamment de tout ce qui est commission installation. Voilà, je vais laisser la parole à Michel pour introduire un petit peu politiquement un peu plus que ce que je n'ai fait, ce qu'on attend aujourd'hui de cette table ronde. Merci Mathieu. Oui, et merci à vous tous d'être venus. Soit participer, soit assister à cette conférence. Oui, c'est vrai que nous, on a choisi de faire tout ce travail aujourd'hui, le dernier jour. On est monté en puissance, on est arrivé, toutes les conférences, les autres qui ont fait les autres conférences ne sont pas là, c'est pourquoi je me permets de dire ça, mais c'est-à-dire que pour nous, l'installation, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que notre projet, c'est qu'il y ait de plus en plus de paysans en France. Le projet, c'est que la France puisse nourrir la France, produire de l'alimentation, et avec des paysans nombreux sur les territoires. Et donc, quand on dit, par exemple, que nous, on veut qu'il y ait demain 1 million de paysans, on passe pour des fous. C'est vrai, on nous le dit souvent, vous êtes un peu fous, c'est pas possible, etc. On me l'a dit hier soir encore. Non, mais c'est pas une folie. Au contraire, c'est vraiment l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a tout le temps agrandi les fermes, on arrive à de moins en moins de paysans, on passe sous un seuil où on sera plus en sécurité alimentaire. Je ne parle même pas de souveraineté, de certaines zones qui ne seront plus en sécurité alimentaire, notamment les villes, parce qu'il n'y aura plus assez de paysans. Et on nous dit encore, dans les projets par exemple de la FNSEA, le syndicat dominant, qu'en 2040, il devra y avoir 150 000 paysans. Donc vous voyez, c'est rien, c'est personne, c'est que des grandes fermes, c'est que de l'industrialisation. Quel territoire, quel village, quelle vie. Nous, on ne veut pas de ça, on veut des voisins, on veut pouvoir avoir des villages vivants avec des écoles à côté, etc. Donc c'est vraiment l'enjeu. Pour nous, c'est très important. Alors aujourd'hui, donc nous, on commence avec vous qui faites en fait de la formation. Et j'ai envie de dire, quelle formation pour quel paysan demain ? Et nous, on voudrait que ce soit de la formation pour le modèle d'agriculture paysanne et pas le modèle... certains nous disent qu'il peut y avoir plusieurs formes d'agriculture. C'est peut-être ce que vous allez me dire tout à l'heure. Nous, on pense qu'il y a une agriculture qui mange l'autre, qui prend la place de l'autre. Les fermes, quand elles s'agrandissent, elles prennent la place de nombreux paysans. Elles ont un coût environnemental et social qui est très important. Donc nous, on pense qu'il faut vraiment que la formation aille vers le modèle d'agriculture paysanne qui prend en compte le paysan dans sa globalité humaine. Et donc c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui vous demander. Le modèle dominant, il est en train de s'écrouler. Il est dans une impasse. On le voit, la crise aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Qu'il y ait 800 suicides par an. On y est déjà pas loin. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'il y ait tous les tracteurs sur toutes les routes. On attend quoi ? Il s'écroule et on continue dans la même politique. Voilà. Donc la formation, on commence par les jeunes et peut-être qu'on aura les paysans qu'on veut
le modèle qu'on veut demain. Merci Michel. Donc simplement comme question aux intervenants, de présenter, d'expliquer un petit peu votre structure, en tout cas comment vous travaillez, quels sont les enjeux dans l'enseignement agricole aujourd'hui pour vous de là où vous êtes, et comment vous voyez cette demande entre guillemets de la Confédération paysanne par rapport à la formation à tout ce qu'on appelle encore aujourd'hui les alternatives en agriculture, mais la formation à l'agriculture paysanne. Je donne la parole à Monsieur Philippe Poussin. Merci à tous. C'est une question qui est difficile. Elle est difficile parce que si les territoires ruraux se désertifient, parce que par exemple il y a de moins en moins d'agriculteurs et de moins en moins de paysans, on va tuer une grande partie de notre pays. Je pense que personne aujourd'hui ne veut ça. Et si on rentre sur un schéma un peu politique, je ne sais pas si on est libre de parole ici. Bon. Moi j'ai entendu à la radio il y a 2-3 jours le fait qu'un certain nombre de mouvements politiques extrémistes, dont on sera quelques-uns j'imagine ici, à ne pas vouloir forcément qu'ils grandissent en puissance, profitent justement de la désertification des territoires pour s'implanter devant le désarroi des personnes. Si l'enseignement agricole forme des agriculteurs, je reviendrai sur le mot paysan après, il ne forme pas que ça, puisqu'il forme en fait un certain nombre de personnes dont la destinée est de vivre dans les territoires ruraux, parce que c'est un choix des personnes. Quand je dis destinée, ce n'est pas une fatalité, hein, mais c'est un choix des personnes. Les personnes de service, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui sont des services en fait qui entourent l'activité principale de la ruralité, qui est l'activité agricole et paysanne. Voilà, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc notre problème à nous, c'est d'essayer de dire, s'il peut y avoir des formations de proximité pour qu'en fait les territoires ruraux cessent de se désertifier, ou en tous les cas que la désertification se ralentisse, parce qu'on ne maîtrise pas bien évidemment la totalité de ce processus-là, on gagnera une vitalité, la proximité, le voisinage dont vous parlez, on évitera la montée en puissance d'un certain nombre d'extrémismes peu souhaitables, et on gardera surtout une espèce en fait de cohérence territoriale nationale qui, moi, me semble importante. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que tous nos établissements, mais je pense que c'est vrai pour l'enseignement agricole en général, sont des établissements de proximité, qui vivent en fait dans des territoires donnés et qui essayent de répondre en fait à la diversité des demandes des territoires, parce que s'il existe en fait un ministère de l'agriculture et l'enseignement agricole, il y a une grande diversité en fait de pratiques de cet enseignement agricole selon le contexte dans lequel l'établissement se trouve. Je parlais tout à l'heure de Sigoulès, un établissement comme ça, Sud-Ouest, n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'implantation en Bretagne, dans le Nord, en PACA, en Rhône-Alpes, etc. Donc nous, on aime bien aussi privilégier en fait une diversification des formes d'action des établissements sur les territoires, au-delà des diplômes qui sont préparés, parce que les diplômes sont des diplômes de type nationaux, donc on prépare le même bac pro, le même CAPA, le même BTS partout en France. Mais la manière dont la chose va se faire est forcément liée au contexte. Troisième chose, très rapidement, mais ça je pense qu'il faudrait qu'on y revienne peut-être dans le débat, sur la question de l'agriculture alternative, c'est un mot que moi je n'emploie jamais, et d'éventuelle en fait proximité de plusieurs formes d'agriculture différentes. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans une mécanique de transition, on y est dans ça. Le nier ne sert à rien, on peut le regretter, ça c'est une autre affaire, mais en tous les cas, quand on passe d'un modèle à un autre, quand on est dans une phase transitoire qui peut être amenée à durer quand même un certain temps, on est bien obligé de voir en fait que ces formes d'agriculture coexistent. Or, en tant que structure d'enseignement, de formation des jeunes, notre objectif principal, parce qu'on est des lycées professionnels, c'est bel et bien de former des jeunes à l'existant des métiers auxquels ils se préparent. Et cet existant-là est pluriel aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, j'en sais rien du tout. Donc, un établissement de notre réseau, par exemple, doit pouvoir préparer un jeune à toute forme d'agriculture existante, permettant à ce jeune-là de faire son choix. Parce que si on lui donne la capacité de discerner, si on lui donne les outils analytiques, en quelque sorte, lui permettant de faire un vrai choix entre telle ou telle forme de production actuelle, on aura fait quelque chose qui pour nous est important, qui est un travail éducatif du jeune. Donc on n'est pas dans une logique où on va dire on ne forme les jeunes que à tel modèle,
et quel que soit le modèle, je le précise bien, on est dans une logique où au contraire on va dire aux jeunes, quand tu vas demain soit travailler dans une exploitation, soit t'installer, tu vas avoir ce panel-là de possibilités. Et comment tu vas être amené à choisir? Qu'est-ce qui va en fait t'impliquer toi dans plutôt cette forme-ci d'agriculture ou cette forme-là? La philosophie principale, si vous voulez, du réseau du CNEAP, c'est ça. Donner en fait aux jeunes la capacité de discerner qu'est-ce qui pour lui va devenir en fait une source d'épanouissement personnel à travers son travail. Alors on y reviendra peut-être, je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps au début. Donc on est sur ce schéma-là, effectivement, grande diversité de production, diversité des territoires, capacité en fait pour chaque établissement dans son territoire de préparer le jeune en fait à cette multiplicité de formes d'activités agricoles et paysannes qui lui est proposée et surtout lui donner la capacité, encore une fois, intellectuelle et humaine de dire moi je veux aller vers ça. Merci. Ou simplement en une minute, quelques chiffres ou une présentation un petit peu de... Oui, le réseau CNEAP, le Conseil national de l'enseignement agricole privé, c'est l'enseignement privé temps plein. Mon collègue des MFR représente le rythme approprié. On a 190 établissements en France métropolitaine et outre-mer, 216 sites et à peu près 55% de nos jeunes qui sont dans des filières services, donc une minorité en quelque sorte de jeunes qui en fait se destinent au métier de l'agriculture quel qu'il soit. Le projet éducatif du CNEAP, c'est un projet chrétien, vous le savez, hein. Il ouvre ses portes à quiconque et notre objectif est vraiment en fait de former un jeune demain responsable, sûr de ses convictions en fait dont il aura la maîtrise, on l'espère en tous les cas par le projet. Merci. Je donne la parole à Monsieur Serge Cheval pour donc les MFR. Oui, merci. Déjà, merci de ce temps de partage, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui évoluent et c'est intéressant d'y porter un regard sur nos territoires et peut-être également, je l'évoquais tout à l'heure en discutant, et puis un regard un peu international, parce que le monde est un grand village aujourd'hui et on a parfois, je dirais, intérêt même aujourd'hui à regarder comment des alternatives se mettent en place à l'extérieur. Et puis peut-être sinon, j'allais dire confronter, pas forcément, mais au moins le faire voir à nos jeunes. Donc le réseau maison familiale associatif, aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, c'est 370 associations ayant un contrat avec le ministère de l'Agriculture pour 49 500 élèves. Là aussi, dans la grande diversité des formations liées au territoire. Et puis lié un peu à l'histoire. Donc c'est 33% à peu près des effectifs au niveau des services aux personnes et lié à la production, c'est 20% des effectifs. Donc ensuite, ça se répartit sur beaucoup d'autres secteurs, avec des secteurs aujourd'hui qui fonctionnent bien. C'est tout ce qui est lié à la maintenance et cela. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces jeunes, de la 4e au bac pro, au BTS, quelques BTS, et puis un partenariat universitaire, quelques licences. Donc voilà, ça c'est réparti sur le territoire. À côté de ça, il reste encore un certain nombre d'associations qui développent plutôt des formations en lien uniquement avec l'apprentissage, puisque c'est également 11 000 apprentis. Dans ces 11 000 apprentis, il y en a 2 000 en agriculture et les autres sur la diversité des métiers. Donc sur ce point-là, je rejoins Philippe Poussin. Effectivement, je dirais ce qui est important pour nous réseau, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est d'inscrire la démarche dans l'approche globale des territoires. Je crois qu'aujourd'hui, vous connaissez la formule, je l'ai entendue à l'instant, même si elle vient d'un autre syndicat ou d'une autre personne, en disant les agriculteurs ont plus besoin de voisins que d'hectares. Je crois que ça, c'est important. Et du coup, c'est apprendre dans la globalité de l'ensemble des actions de formation. Et je crois que là aussi, c'est une vraie richesse de l'enseignement agricole, au sens global. Je dirais, c'est d'accompagner la formation des ruraux. Si je le fais sur une trajectoire aussi bien de nos maisons familiales
familiale ou une trajectoire personnelle, effectivement, aujourd'hui, il y a une forme d'intensification de cette approche globale de la formation des ruraux. Ils viennent effectivement pas uniquement, il y a une grande diversité des jeunes et on l'évoquait dans une autre intervention hier, on a interviewé l'ensemble des jeunes qui peuvent être dans un réseau de maisons familiales en Normandie et puis on avait accompagné un travail vis-à-vis de la jeunesse rurale de familles rurales et aujourd'hui les jeunes disent ben voilà, on veut vivre et travailler en milieu rural. J'aurais pu vous le faire en occitan puisque je suis de Dordogne, mais ça a évolué par rapport à un certain nombre d'années en disant ben, on ne voit pas forcément la différence négativement. Avant c'était la ville, c'est mieux. Maintenant non, on peut être dans cet espace rural. Donc je crois qu'effectivement le premier point, et Philippe le disait un peu, il y a une mutation. Je crois que c'est ce point, même si votre question d'entrée, c'est effectivement agriculture alternative ou une autre agriculture. Oui, aujourd'hui, il y a une vraie mutation. Il y a une mutation dans les espaces, il y a une mutation dans l'esprit des jeunes. Je crois que c'est aussi peut-être quelque chose à saisir. Mais en tous les cas, on l'inscrit, nous, maisons familiales, vous l'avez vu avec les effectifs que je vous ai donnés, dans un peu une approche globale qui est peut-être plus que agriculture, c'est ruralité. Hein, c'est dans cet ensemble-là, vous voyez, peut-être pour le dire à cet instant, on milite également sur des associations européennes de ruralité et notamment fortement pour que demain il y ait on a fait un appel à projet pour que la Commission européenne écrive un livre blanc sur la ruralité, c'est-à-dire voilà, prendre l'ensemble de la ruralité dans un projet de développement. Il n'y a jamais eu de projet politique de ruralité en France, mais il faut parfois sortir à l'extérieur pour le mettre en œuvre, à l'intérieur duquel serait l'agriculture. Je ne veux pas faire de polémique, mais aujourd'hui c'est presque l'inverse. Hein. Il y a un projet agricole et à l'intérieur il y a un deuxième pilier qui théoriquement devait servir pour quelque chose. Donc aujourd'hui c'est plus sur une approche inversée, une approche un peu globale, parce que la jeunesse elle s'inscrit dans cette démarche. Et effectivement par rapport à ça, quelle agriculture demain? C'est plutôt essayer d'ouvrir les jeunes à cette approche plurielle d'agriculture, pas forcément de modèle. Simplement, si je regarde sur l'espace-temps, ne serait-ce que de ma propre carrière, entre la période où nous avons été formés, où on nous donnait l'exemple hollandais, je suis du Périgord, l'exemple hollandais en matière de production laitière, et ainsi de suite, donc vous voyez, un modèle un peu plus productif. Mais aujourd'hui, la génération de jeunes, je pourrais y inscrire un jeune fils en proximité, leurs projets d'installation sont beaucoup plus sur des surfaces plus petites, sur de la valorisation, sur du qualité de vie, sur de l'agriculture sociétaire, une approche du salariat. Donc je crois qu'il faut aussi l'inscrire dans cette globalité. Et de même, on pourra peut-être y revenir dessus. Dans les processus d'installation, puisque c'est quelque chose que vous mettez en avant, c'est aussi de respecter ou de voir un petit peu les processus longs. À la fois, il faudrait en parler de la complexité, de la difficulté à s'installer. Hein, parce qu'on l'évoquait ensemble hier soir, c'est aussi essentiellement du hors-cadre familial. L'enseignement agricole, je crois qu'on est quoi, 12-15% de fils d'agriculteurs aujourd'hui dans la globalité, hein, à peu près ça. Nous, on est même un peu en dessous. Donc aujourd'hui, l'agriculture, c'est du hors-cadre familial. Et là, on a peut-être des choses à dire. Et puis, terminer sur les maisons familiales. Ben voilà, notre approche singulière, nous, c'est effectivement l'alternance. La définition scolaire, c'est formation à temps plein à rythme approprié, avec obligatoirement plus de 50% en séjour en entreprise, en milieu de vie, et où on favorise une pédagogie du questionnement. Hein, c'est-à-dire, voilà, pas forcément, je dirais, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça le modèle. Non. Est-ce qu'on peut être en questionnement? On pourrait presque dire, dans certains cas, aider les jeunes à être un peu subversifs, même par rapport aux parents ou par rapport au maître de stage, dire pourquoi tu le fais comme ça? Et puis, lorsqu'ils sont en salle de cours, ben, l'ensemble, l'addition des questionnements des différents jeunes fait ressortir un peu quelque chose. Voilà, ça c'est un point important. Vous évoquiez, du moins vous posiez la question hier soir, on y reviendra sur je dirais, les plans de formation, est-ce qu'on a les moyens d'eux? Moi je trouve qu'avec la rénovation, alors après on peut discuter 3 ans, 4 ans et des collègues le feront. On pourrait d'ailleurs là aussi inscrire cette question et j'en terminerai par là. Donc les plans de formation tels qu'ils ont été revus, notamment de la rénovation la voie professionnelle, nous a laissé des espaces de liberté qu'il nous appartient d'investir. Ce que je voulais évoquer par contre, c'est qu'avant ils mettaient 4 ans pour avoir un bac.
ils avaient une forme de maturité. Aujourd'hui, ils ont 3 jambes. Eh bien, le processus vis-à-vis de l'installation, il s'est complexifié par leur jeunesse et, voilà, et par cet espace-temps qu'il faut mettre en œuvre. Et je ne suis pas sûr que là, on ait tous les outils encore aujourd'hui pour bien faire ce travail. Merci. Je propose de continuer donc avec Jean-Marie Le Boiteux du SNETAP FSU. Ouais, je vais commencer par présenter et la structure, c'est-à-dire mon syndicat. Contrairement à ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est pas un syndicat d'enseignants, c'est tous les personnels de l'enseignement agricole public. Et puis quelques mots sur l'enseignement agricole public. Donc c'est de l'ordre de 220 établissements publics locaux qui sont répartis sur environ 350 sites. Ce qui est important à souligner, c'est important d'avoir ça en tête pour ce que je dirai après, c'est que tous nos établissements publics sont constitués d'au moins un lycée, un centre de formation adulte, CFPPA, et assez souvent, ou au moins un par département, un centre de formation d'apprentis. Et puis, il y a aussi sur nos établissements publics soit une exploitation agricole, soit un atelier technologique pour les établissements qui interviennent dans le domaine de la transformation des produits. Et puis, dans certains EPL, il y a les deux. Voilà. Alors, sur la question des modèles d'agriculture, moi, je rejoins ce qui a été dit par les deux intervenants précédents, à savoir qu'effectivement, il ne faut pas nier le modèle existant. Pour autant, nous, on pense que si on veut que l'agriculture évolue vers un autre modèle que celui qui a prévalu les décennies précédentes, il est du rôle de l'enseignement d'avoir un regard critique dessus et quand même de montrer que y compris le modèle qui a prévalu auparavant, doit de toute façon évoluer vers une autre agriculture. Alors après, sur ce que le SNETAP défend comme conception de l'agriculture. On avait eu en décembre 2011, on avait organisé des journées d'études dans lesquelles la Confédération paysanne d'ailleurs était intervenue, des journées d'études autour de la question agriculture et ruralité, quels enjeux pour l'enseignement agricole public. Donc ça rejoint la problématique d'aujourd'hui. Et nos conclusions, c'était effectivement que d'une façon ou d'une autre, il fallait que l'agriculture évolue vers une agriculture de taille, des exploitations de taille plus modeste, travailler sur la question de la relocalisation des productions, le raccourcissement des circuits, des circuits commerciaux, de transformation et de commercialisation, et que tout ça, il fallait que ce soit pris en compte dans ce qui était enseigné dans les lycées agricoles. On avait défendu cette idée au moment du débat sur la loi d'avenir. Si on était assez satisfait du préambule de cette loi qui fixe effectivement un certain nombre d'orientations, ce qu'on a quand même beaucoup déploré, c'est le manque, et notamment dans le titre 4 qui concernait l'enseignement, le manque d'ambition ou le manque de moyens concrets inscrits dans la loi ou les textes qui en ont découlé. Donc une ambition d'un côté qu'on pouvait partager, mais des moyens d'action qui sont relativement limités. Je donne un exemple. Nous, on avait défendu l'idée que si on veut promouvoir d'autres modèles d'agriculture, il faut commencer par donner l'exemple dans nos propres lycées. Et on avait défendu l'idée que les exploitations agricoles qui sont dans les lycées agricoles se réorientent vers quelque chose d'autre que le modèle d'agriculture traditionnelle. Parce que ça permet aux jeunes qui, je pense quand même que la proportion de fils d'agriculteurs, quand on regarde dans les filières agricoles, parce que le chiffre que vous avez cité, c'est tenant compte de tout. Or, il faut savoir qu'il n'y a que 30% de formation agricolo-agricole dans nos lycées. Donc, dans les formations, encore une fois, agricolo-agricole, je pense que la proportion d'enfants d'agriculteurs est plus élevée. Et je reviens à ce que je disais. Pour nous, derrière cette idée de transformer nos exploitations des lycées, derrière cette idée, c'était le fait que le jeune puisse voir, en allant à l'école, qu'il existe d'autres modèles et que ça peut marcher.
Et puis le soir, quand il rentre chez papa et maman qui font de l'agriculture très traditionnelle, mais il peut dire voilà, j'ai appris à l'école qu'on pouvait aussi faire autre chose. Et tout ça, pour nous, ça devait contribuer à faire évoluer les choses. Parce que je rejoins ce que disait Monsieur Poussin, on ne changera pas l'agriculture du jour au lendemain, ça prendra effectivement des décennies, mais le rôle de l'enseignement, c'est justement d'impulser cette dynamique. Alors, la deuxième chose qui pour nous aurait été important, c'est la réforme des programmes, c'est-à-dire d'inscrire dans les programmes enseignés justement tout ce que je viens de dire là et tout ce qu'on promeut. On a eu la bataille, et là aussi la Confédération paysanne nous a beaucoup aidé pour nous donner des arguments dans la réforme du BTS Axe, conduite des systèmes d'exploitation, dans lesquels là aussi on trouve qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la démarche, et il va s'engager bientôt la réforme du bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole, qui est un des principaux diplôme qui donne la capacité professionnelle d'une part et qui conduit les jeunes à l'installation. Alors je fais une petite parenthèse pour rejoindre ce que disait Monsieur Cheval. Enfin nous on considère et on a un œil très critique sur la réforme du bac pro en général qui est passé de 4 ans en 3 ans. Premièrement, parce que si on veut effectivement donner les ambitions au bac pro CGEA en particulier, ça demande du temps. Ça demande de diversifier les contenus enseignés et tout ça, forcément, ça prend du temps. Et quand on a 1 an de moins pour le faire, c'est forcément après la quadrature du cercle. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui a été aussi évoquée par Monsieur Poussin, et d'ailleurs qui... Dans des débats qu'on avait eus, avait été dit par un certain nombre de jeunes qui se préparaient à l'installation, disant que du coup, au lieu de sortir à 19 ans comme c'était le cas avant, maintenant ils sortent, ils ont 17 ans et demi, 18 ans, et ils sont effectivement ni prêts, ni mûrs, ni la maturité pour pouvoir véritablement s'installer. Alors il y a la possibilité de poursuivre en BTS, mais tous ne le souhaitent pas ou ne le peuvent pas. Et du coup, il y a un découplage entre la formation et la phase d'installation. Et ça a été un effet pervers aussi de la réforme du bac pro par le fait de passer en 3 ans. 2 derniers points que je voulais développer, c'est, j'ai parlé tout à l'heure de la présence dans nos établissements de centres de formation pour adultes. Parce que c'est vrai que préparer l'agriculture de demain, c'est former les jeunes. Mais la transition nécessitera une prise de conscience des agriculteurs d'aujourd'hui. Et là, la formation continue des agriculteurs en particulier aurait été quelque chose d'important. Et nous, on aurait souhaité, par exemple, que dans la loi d'avenir, soit prévu, parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre, c'est bien de développer des formations, mais encore faut-il arriver à les financer. Et là, si l'État, comme il semblait vouloir le faire à travers la loi d'avenir, avait l'ambition de faire changer l'agriculture, mais il aurait fallu donner des moyens au système de formation continue agricole en lui donnant en contrepartie de moyens, en lui donnant des axes. Voilà. Et ça, c'est vrai, parce que moi, je me rappelle quand on avait parlé justement de l'évolution de nos exploitations agricoles. On avait eu des directeurs d'exploitation qui disaient « Oui, mais nous, il y a beaucoup de réticence parce qu'on a un peu peur de l'inconnu. » Et justement, pour ne plus avoir peur de l'inconnu, il faut justement que l'inconnu devienne connu. Et donc, la nécessité de former, y compris les agriculteurs de maintenant, et y compris chez nous, former nos propres personnels, parce que autant on s'aperçoit que les jeunes enseignants sont formés effectivement à ces autres types d'agriculture, et il y a une évolution des mentalités chez les jeunes enseignants, mais il ne faut pas oublier, surtout qu'on retarde sans arrêt l'âge de la retraite, qu'il y a des enseignants à qui pendant des années on leur a dit d'enseigner le modèle, qui était l'histoire, le modèle hollandais de production laitière. Et puis aujourd'hui, on leur dirait du jour au lendemain, sans leur donner les moyens de comprendre, on leur dirait de se retourner complètement et de faire autre chose. Ça peut être nécessaire, mais ça demande effectivement un accompagnement par la formation. Et dernier élément que je voulais souligner, c'est l'importance de la recherche agricole, agronomique et même vétérinaire.
justement pour pouvoir accompagner cette transition que nous on souhaite. Il y a notamment AgroParisTech, je cite cet exemple parce que AgroParisTech a lancé énormément de sujets de recherche justement sur des agricultures alternatives. Je pense notamment, il y a eu un énorme travail de recherche sur l'agroforesterie, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui justement pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement est un modèle qu'il faudrait promouvoir beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et les difficultés qu'on a, c'est le manque d'articulation entre la recherche et la valorisation des résultats de la recherche et le contenu de ce qu'on enseigne et donc le fonctionnement des établissements de l'enseignement. Et ça aussi, c'était une idée qu'on avait portée, que le ministre dans ses discours remettait en avant, mais qui a du mal à trouver une concrétisation sur le terrain. Merci beaucoup. Michel, est-ce que tu veux réagir par rapport à la présentation? Et puis après, on passera à Lucie pour la SIAP. Donc j'approuve une grande partie de tout ce qui a été dit, hein, sauf que c'est vrai que l'agriculture, souvent on parle de changement en parlant de changement de technique, ce qui est important. Et pour nous, il faut aussi l'agriculture paysanne. C'est un, je ne sais pas s'il faut employer le mot de concept, mais c'est un concept qui prend le paysan dans sa globalité, la ferme dans le territoire. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Et c'est ça qu'on voudrait pouvoir aller dire dans les lycées, dans les écoles, parler, parce que c'est quand même totalement, de notre point de vue, même si ça a été créé peut-être dans les années 80 par des paysans qui ont mis du temps pour créer ce concept, et maintenant il fonctionne assez bien, il y a un diagnostic, on n'a pas beaucoup de lycées qui acceptent qu'on vienne en parler en disant nous on fait déjà le diagnostic, machin, votre diagnostic agriculture paysanne il est pareil que les autres, non, il est nettement mieux. Donc on voudrait pouvoir en parler dans les lycées, on a souvent du mal. Bon, ça c'est juste ça, je voulais dire. Et donc à la Confédération paysanne, nous avons une association, une fédération en tout cas qui s'appelle FADEAR, Fédération des associations de développement de l'emploi agricole et rural, qui est liée à la Confédération paysanne. Donc à l'intérieur il y a pas que des paysans, il y a aussi des gens qui sont pas paysans, mais des paysans en général de la Confédération paysanne, c'est quand même mieux. Et un des premiers rôles de la FADEAR et des ADEAR, donc Association de développement de l'emploi agricole et rural sur les territoires, c'est des ADEAR soit départementales, ADEAR, ou bien ARDEAR régionales. Et leur premier corps de métier, c'est de défendre et de promouvoir l'agriculture paysanne, de faire des diagnostics. Alors l'avantage d'un diagnostic, c'est qu'on est sur notre ferme et on s'arrête un instant en faisant le diagnostic. Ça peut être un instant, c'est une demi-journée, puis ensuite il y a tout le travail autour du diagnostic pour regarder nos pratiques et voir comment on avance, si on va dans le mur, si on va pas dans le mur. Enfin, c'est pas seulement comptable économique, hein, c'est tout un tas de domaines. Est-ce que ma ferme sera transmissible ou non? Qu'est-ce que je change pour qu'elle soit transmissible? Enfin voilà, par exemple, c'est un exemple. Et donc la deuxième corps de métier de la FADEAR et des ADR, c'est la formation, vous en avez parlé. On fait de la formation, nous, de paysans, soit futurs paysans, mais surtout de paysans en place. Et la formation, en ce moment, je suis assez sidérée. Le nombre de formations augmente, le nombre de demandes augmente dans tous les domaines, et aussi le nombre de participants aux formations augmente. Donc on voit qu'il y a vraiment... Alors c'est des formations qui peuvent être aussi syndicales, mais c'est aussi quelles pratiques, ça dépend des territoires, ça dépend des régions. Chacun est libre aussi de choisir ces formations en fonction des besoins du territoire. Et il y a un troisième, il y en a d'autres, mais il y a un troisième corps de métier des ADR ou des structures qui sont proches des ADR, c'est aider à l'installation. Et c'est ça que Lucille va nous présenter avec une structure qui n'est pas une ADR, mais qui est très proche de la FADEAR. Voilà. Oui, alors merci Michel. Donc effectivement, moi je travaille pour la SIAP, qui veut dire Coopérative d'installation en agriculture paysanne, qui est une structure relativement jeune, puisqu'elle date de 2012, et qui est née à l'initiative de paysans de la Confédération paysanne et de l'ADR de Loire-Atlantique, donc l'association de développement de la Confédération paysanne. Puisque le constat était de dire qu'on avait une contraction du nombre de fermes, mais qu'en parallèle, l'ADR de Loire-Atlantique, et je pense que c'est valable sur d'autres territoires, on accueillait de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitaient devenir paysans. Et donc notre questionnement, c'était
où se fait cette perte en ligne entre le nombre de porteurs de projets qu'on accueille, que ce soit nous ou la Chambre d'agriculture, et le nombre de paysans qui s'installent véritablement. Donc tout le questionnement était de se dire comment est-ce qu'on va faire pour accompagner au mieux ces personnes-là, qui sont en fait très généralement, pour notre public à nous, non issus du milieu agricole, non issus de formation agricole, voilà, donc qui réclamaient en fait peut-être un besoin d'accompagnement un peu plus spécifique qu'ils ne pouvaient pas retrouver dans le parcours institutionnel de l'installation. Donc partant de ce constat-là, la SIAP a été créée et l'idée de la SIAP était de proposer des outils de préinstallation à destination plutôt de ce public-là, donc hors cadre familial, non issu du milieu agricole. Alors si je rentre un tout petit peu dans le concret de ces outils-là, je ne sais pas si j'ai le temps de les présenter, les outils. Ouais. L'outil principal qu'on propose, c'est en fait un outil de stage de formation professionnelle qui se déroule sur une année, où en fait le stagiaire va se laisser du temps pour affiner son projet et en même temps finir de monter en compétence sur la production choisie. Donc pour ça, il va s'appuyer de paysans référents, s'appuyer d'un réseau professionnel et citoyen pour lever les problématiques liées au foncier, éventuellement lever les problématiques liées au financement aussi de l'installation, puisque c'est une problématique qui est très importante. Et puis, dans ce cursus de stage, il y a évidemment un cycle de formation proposé par la SIAP sur des compétences plutôt entrepreneuriales, où on parle d'organisation du travail, de dimensionnement économique, voilà, tous ces aspects-là qui sont nécessaires à travailler et qui sont très importantes pour le projet. Et puis, il va aussi se laisser du temps pour aller se former ailleurs. Alors, sur des formations peut-être plus techniques chez des partenaires. Voilà pour le stage. Il y a un deuxième outil qui a été créé, c'est un espace test en maraîchage. En fait, il y a un site avec une tenue maraîchère sur lequel les porteurs de projets vont s'essayer pendant 1 an. Une année complète, où ils vont gérer la production et la commercialisation du site. Et puis le dernier outil, je vais assez vite sur ces outils-là, c'est le portage temporaire d'activité, puisqu'en fait la SIAP se propose de couver l'activité du porteur de projet pendant toute sa phase de préinstallation et éventuellement même de proposer une avance de financement. Voilà pour la SIAP. Merci. Merci à toutes vos interventions. Beaucoup de choses qui en découlent par rapport aux enjeux de formation des futurs paysannes et paysans aujourd'hui, l'importance de prendre en compte la ruralité dans son intégralité, de former les citoyens du monde rural de demain aussi, l'importance de leur ouvrir à tous les différents modèles agricoles qui existent, qu'ils puissent faire leur choix et avoir ces ouvertures d'esprit, éventuellement pour changer de territoire aussi. Et puis l'importance qui a été soulignée aussi de former par la recherche les futurs enseignants de demain. Et puis de d'accompagner ces changements, ou en tout cas ces évolutions dans les modèles agricoles qu'on a envie de pouvoir enseigner. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut rebondir et on va continuer. Je ne préviens à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent que vous pouvez intervenir et lever la main si vous le souhaitez. À partir de là, je me sens pas forcément de lancer la première question, mais si l'un d'entre vous souhaite réagir par rapport à ce qui a été dit en premier, je lui laisse la parole. Et puis on continue, voilà. Je prends les paroles également dans le public. Oui, deux réflexions. Une qui vient d'être évoquée. Effectivement, dans notre réseau, forcément, c'est un réseau qui s'appuie sur des exploitations agricoles, pour toute la partie agricole, sur l'alternance. Et aujourd'hui, un certain nombre de jeunes qui souhaitent effectivement accéder à l'installation, qui n'est pas un parcours très simple dès lors que ça concerne essentiellement du hors cadre familial, finalement, aujourd'hui, beaucoup. Et donc, le processus est assez complexe et
on a des associations qui sont impliquées dans des couveuses ou des espaces tests qui sont des éléments forts, et notamment très souvent dans le cadre d'approche bio, hein, où là aussi trouver de la terre, c'est pas évident. Enfin, c'est-à-dire c'est pas forcément des modèles en place. Je reviens sur effectivement l'approche globale ou l'approche diversifiée qu'il faut avoir avec les jeunes, parce que je serais tenté de dire, même si aujourd'hui, et c'est intéressant, il y a une agriculture de proximité, des services de proximité, et puis une possibilité des circuits courts qui permettent aussi d'avoir une représentation de l'agriculture auprès du consommateur global, je dirais une autre approche. Il y a quelque chose qui évolue, là aussi, si vous me permettez d'être le citoyen aussi le samedi sur le marché, mais aujourd'hui, dans mon sud, on a aujourd'hui, je dirais, une possibilité d'accéder en tant que consommateur à des produits de plus en plus diversifiés, de plus en plus bio, et ça se développe et ça donne aussi une autre couleur, je dirais, à l'agriculture que les jeunes perçoivent. Néanmoins, effectivement, même s'il faut une agriculture autrement, je dirais, on restera avec une agriculture de grand volume malgré tout. Je dirais pour certains éléments de consommation de masse, on sera sur les deux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ça soit une agriculture avec des intrants et des moyens, je dirais, énormes pour cela. Même si ça pose une question, ou parfois, je dirais, à la fois dans le monde agricole et en tant que citoyen, peut se poser une question entre ce qui peut être permis dans d'autres pays européens, je pense aux grosses exploitations laitières en Allemagne, ou par rapport à la difficulté en France et la fausse concurrence qu'il y a entre les deux. Néanmoins, par exemple, nous sommes très présents en coopération internationale, et alors là, à chaque fois, c'est plutôt peón, campesino et petite exploitation, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine ou que ce soit à Madagascar. Vous voyez, au Brésil, il est en train de renaître une agriculture familiale, une agriculture locale. On voit beaucoup des petits-fils qui s'installent avec des grands-pères, avec des grands sourires, la génération d'avant étant partie à la ville, et ils se réinstallent sur des petites valorisations, des petites exploitations, et à chaque fois, ils utilisent le mot en agriculture organique. Donc vous voyez, on voit bien un basculement. Et au Brésil, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec deux ministères de l'agriculture. Il y a un ministère de la petite exploitation familiale et un ministère, qu'on dirait, plutôt de l'agrobusiness. Donc voilà, je crois que là, il y a aussi des aspects intéressants où, on va dire, l'alternative est prise sous les deux. C'est pas l'un qui se met à remplacer l'autre. Parce que là, je pense qu'on en a pour des décennies. Je partage, M. Boiteux. Il faudra du temps. Mais je crois comment il peut y avoir un modèle différent, parallèle, mais peut-être en tant que consommateur parallèle, convergente. Voilà, c'est des points qui me semblent importants. Et effectivement aujourd'hui, et ensuite, dernière chose, on l'a un peu évoqué, l'agriculture et les territoires en France, ce qui fait qu'une approche d'agriculture, une discussion qu'on peut avoir dans nos maisons familiales, mais que vous avez, M. Le Boiteux l'évoquait un peu, dans les lycées, ça ne va pas être la même chose si on est dans le sud-ouest, si on est en Midi-Pyrénées, où il y a de la valorisation de plus en plus, ou si on est des lycées en zone grande culture, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Oui, moi c'était pour rebondir un peu sur ce qu'a évoqué Michel tout à l'heure, sur la difficulté de la FADEAR et de la Confédération paysanne d'intervenir dans les circuits de formation. C'est quelque part, enfin, pour nous, pour le SNETAP, c'est quelque chose effectivement qu'on souhaite, qu'il y ait une pluralité d'expression de la profession agricole. La grosse difficulté, c'est que tout est organisé pour que ça ne se fasse pas. Je vais citer quelques exemples. Il a fallu attendre 1998 pour que Jean Glavany, à l'époque, fasse le forcing pour que dans le Conseil national de l'enseignement agricole, qui est l'instance qui chapeaute un peu tout l'enseignement agricole, qui se prononce sur les programmes, qui se prononce, etc., pour qu'il y ait autre chose que la FNSEA qui y soit. Ouais. 1998, c'est quand même pas très vieux. Dans les conseils d'administration de nos lycées, très souvent, effectivement, on oublie qu'il y a autre chose que la FDSEA dans le coin. Et puis, dernier élément, moi je travaille dans un centre de formation adulte, dont le cœur de métier à l'époque était la préparation à l'installation. Le BPA, du brevet professionnel agricole, d'une part, et puis ce qu'on appelait à l'époque les stages 40 heures. Ce deuxième volet a quasiment complètement été délégué aux chambres d'agriculture.
Vous voyez où je veux en venir, quoi. Et moi, je me rappelle, j'intervenais dans ces stages 40 heures et on avait fait le forcing pour que, je suis dans le département de la Haute-Loire, la Confédération paysanne n'est pas négligeable dans ce département, et on avait fait le forcing auprès de notre directeur pour que la Confédération paysanne, comme la FDSEA, puisse venir s'exprimer. Maintenant que c'est délégué à la Chambre d'agriculture de Haute-Loire est monocolore, et vous avez compris laquelle, et ce qui fait qu'évidemment, le discours qui est porté ne peut pas être le même. Donc, c'est contre ces éléments structurels. Et si, dernier exemple que je peux citer, je parlais de la difficulté et des freins qu'on avait pour faire évoluer les contenus et les programmes enseignés. Sauf qu'ils sont débattus dans les commissions professionnelles consultatives dans laquelle la profession est représentée, mais très majoritairement, encore une fois, par la FNSEA, par l'Assemblée des chambres d'agriculture, et où effectivement, au lieu de pousser pour une évolution des programmes, il y en a, et on n'est pas les seuls, hein, il y en a effectivement qui le font, mais on a en face de nous un certain nombre de freins qui sont mis et qui font qu'on a énormément de mal à aboutir. Oui, moi je suis agriculteur. Je suis trop près alors. Je suis agriculteur en Haute-Marne, donc dans une région où il y a essentiellement des grandes fermes. Et j'accueille souvent des stagiaires en apprentissage ou en stage simplement. Et je suis plutôt déçu des jeunes. J'ai l'impression que ça n'avance pas beaucoup, que Vous parlez de critique. Moi, j'ai appris que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et souvent, j'ai l'impression que les jeunes ne sont pas aussi critiques que vous voudrez bien les former ou de ce que vous avez dit. Et souvent, surtout si c'est les fils d'agriculteurs, j'ai pas l'impression que ça avance beaucoup. Et que ces jeunes-là pensent plutôt s'installer et puis reproduire le schéma qui existe sans forcément se remettre beaucoup en cause. Et où c'est inquiétant dans un département comme le mien, c'est qu'il y a beaucoup de grandes exploitations laitières et souvent les jeunes, quand ils interviennent ou quand ils posent des questions, leur seul souci c'est aussi comment ils vont faire pour s'agrandir encore. Et alors que quand on s'aperçoit, le résultat c'est que bientôt il y aura beaucoup de villages sans agriculteurs et que la difficulté, c'est... Par contre, de l'autre côté, on voit des jeunes qui voudraient venir en agriculture, mais là, ils n'ont pas de foncier, ou c'est très difficile pour eux, ou ils vont s'installer dans des productions maraîchères, dans des zones où c'est pas facile. Et là, on voit bien la difficulté de renouveler le nombre d'agriculteurs. Et vous parliez tout à l'heure de certaines organisations politiques, et on voit bien qu'en Haute-Marne, Brachet est devenu un peu le symbole du Front National, et on voit bien qu'ils jouent aussi là-dessus, mais c'est pas pour autant, c'est un village où il y a bientôt plus personne, et il reste, je crois, un agriculteur, et c'est le maire du village. Et voilà la difficulté dans ces zones-là, et les enfants. Alors j'ai envie de dire, les jeunes, moi des fois, je penserais que il y aurait une évolution. Et souvent, quand j'accueille des jeunes qui ne sont pas dans formation agricole, et parfois ils sont souvent plus critiques que les jeunes qui sont issus des formations agricoles. Alors j'aimerais avoir un petit peu des réponses. Est-ce que vous constatez une évolution ou pas? Et est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une évolution? Et je dirais, c'est là, quand vous dites que la Confédération paysanne, nous on a essayé d'intervenir, et c'est vrai qu'on a du mal, et quand on intervient, c'est plutôt en forçant un peu le pas. Et j'ai une autre critique, c'est souvent certains profs n'avancent pas beaucoup non plus. Je dirais, il y a une envie peut-être générale, mais certains profs vont plutôt vers la facilité et n'incitent pas peut-être les jeunes à être plus critiques qu'ils ne le sont. Je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais je reviendrai sur les profs, mais je pense que mon voisin dira peut-être quelque chose. C'est pas les profs en général, hein. Il peut y avoir il y a forcément un enseignant, voilà. La difficulté qu'on a, qui est celle de votre projet,
c'est que vous avez en fait une entrée sociétale de la question. Vous n'avez pas une entrée technique. La technique, elle vient après. Vous défendez, et c'est ça qui nous intéresse, un modèle de société, un modèle de ruralité, un modèle humain, et dont les conséquences sont que techniquement des choses vont évoluer. Voilà, c'est ça. Et la difficulté du jeune, c'est de saisir cet aspect-là des choses. Parce que si vous dites à un jeune, j'en sais rien, moi pour faire de la grande culture, il faut mettre tant de produits phyto, il faut faire ceci et tout ça, ça s'apprend parce qu'on est dans du quantitatif. Et les référentiels de formation, entre autres, sont parfaitement faits pour apprendre ça. Et si vous lui dites il y a une alternative agricole où on peut faire autrement, par exemple plus bio, il va apprendre. Mais apprendre à un jeune un modèle de société et un modèle de relations humaines, c'est une autre affaire. C'est pour ça que vous avez probablement en fait des jeunes qui aujourd'hui sont en difficulté. Et on le voit bien entre autres dans les sondages qui sont faits sur les choix politiques des jeunes de moins de 25 ans, qui nous inquiètent, nous, en tant qu'éducateurs, me semble-t-il. Hein, il y a un questionnement à poser, y compris d'ailleurs du côté des parents, parce que c'est pas inintéressant aussi l'intergénérationnel dans cette affaire-là. Donc, à partir du moment où on est dans une mécanique où c'est un modèle de société qui est proposé, il faut en fait que la sensibilisation qui soit faite le soit dans nos secteurs d'activité agricole et à l'éducation nationale, parce que, je le dis avec une pointe d'humour, 100% des jeunes de l'enseignement agricole viennent de l'éducation nationale. Hein, vous comprenez pourquoi je dis ça comme ça. Et c'est en amont de notre... alors pas quand ils arrivent en 4e ou en CAPA, où ils sont jeunes, mais quand ils arrivent plus tard, il y a déjà une formation qui est proposée. Si on veut leur induire en fait une autre vision du monde, une vision dans laquelle effectivement il y a des voisins, pour reprendre ce que disait Madame Roux tout à l'heure, je partage ça hein, évidemment, eh bien il faut que ça commence là. Ça implique aussi que dans les référentiels de formation que nous avons, on puisse lier les compétences professionnelles et techniques avec en fait des connaissances de type presque plus intellectuel. Voyez, leur permettant d'avoir cette réflexion sur le monde, leur permettant de dire en fait quand vous travaillez dans un modèle d'agriculture de cet ordre-là, ou au contraire quand vous proposez plutôt ça, c'est pas simplement en fait une technicité ou une nature de production qui est en cause, c'est un rapport social. Pour paraphraser quelqu'un qui disait que le salariat était un rapport social il y a 150 ans de ça. Et c'est ça en fait qu'on a peut-être du mal à faire. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas tellement les fils ou filles d'agriculteurs traditionnels aujourd'hui qui vont être porteurs de ça, mais les autres. Vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a entamé une réflexion il y a maintenant 2 ans avec les enseignants de notre réseau, qu'on pourrait élargir à vous si vous en étiez intéressés, qui consiste à dire comment accueille-t-on les jeunes qui ne viennent pas du monde agricole, de plus en plus nombreux, qui sont des urbains, dont les familles ne connaissent rien, je caricature, j'exagère, hein, j'exagère bien évidemment, voilà. C'est l'arrière-grand-père qui était peut-être paysan, mais alors ça a été oublié, donc on sait plus ce que c'est, bon. Et donc en fait, ils arrivent parce que ça les intéresse. Parce que, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est dans une approche en fait sociétale de la question, et qu'en fait, ils ont envie de retourner dans la nature, ou vers la nature, ou d'avoir un rapport à la nature, je ne sais pas quel mot il faut employer, de sortir de la ville. Et c'est intéressant ce que disait Serge Chaval tout à l'heure sur c'est le Brésil, je crois que tu as pris comme exemple, au Brésil où il y a une espèce de retour à la terre, alors que pendant des décennies, il y a eu une migration en fait et la désertification des campagnes, y compris dans les pays du Sud. Mais nous, on assiste à la même chose. Cette espèce en fait de retour à une autre, comment dire ça, approche de la vie, dans laquelle en fait le temps ne serait pas compté de la même manière, dans lequel il y aurait de la place en fait pour la famille ou pour en fait une relation humaine au-delà du cœur professionnel, une autre gestion du temps, une autre gestion du rapport humain va venir en fait de cette migration de la ville vers la campagne avec des jeunes qui vont tout d'un coup en fait réinvestir le monde de l'enseignement agricole. Et alors là, Monsieur Le Boiteux a raison évidemment de dire qu'on a tout un travail de réflexion. Alors je ne sais pas si c'est le CNEA ou ailleurs, j'en sais rien du tout, sur le contenu des programmes, pour effectivement aussi quelque part intégrer ces jeunes qui n'ont pas en fait cette culture implicite de ce que c'est qu'une ferme. Moi quand je vous entends parler de ferme, le jeune qui arrive de la ville, il ne sait pas ce que c'est qu'une ferme.
Donc basiquement, il n'a même pas le langage de la tribu, hein, si je dis ça comme ça. Alors qu'évidemment, les fils ou filles d'agriculteurs connaissent déjà tout ça, au moins implicitement. Donc le challenge, il est là. C'est vers ça qu'on est. Hein. Oui, quantitativement, c'est un nombre de personnes en fait très important qui est accueilli. Oui. Juste pour dire, parce que quantitativement, en fait, le nombre de jeunes qui viennent de la ville aujourd'hui et qui investissent en fait des formations agricoles pour en fait devenir paysans ou salariés agricoles ou travailler dans une structure qui a à voir, comme ils le disent, avec le monde agricole, c'est-à-dire avec le monde du vivant, sont de plus en plus nombreux. C'est donc un vrai défi aussi sociologique chez nous, ça. Oui, pour aller dans votre sens en disant ils ne sont pas assez questionnants ce que vous avez, je crois que oui, on le fait, hein, je veux dire, on applique tous une pédagogie du questionnement, c'est-à-dire ne pas forcément être sur l'acquis absolu, mais je serais tenté de dire par rapport à cette mutation sociétale, les jeunes sont présents, ils sont là. Je crois véritablement qu'il y a, alors c'est à surveiller, M. Le Boiteux disait tout à l'heure il nous faut 10 ans, mais vous savez, quand on part de rien et qu'on veut transformer, c'est compliqué. Je serais tenté de dire aujourd'hui, on ne partira pas de rien, les jeunes en questionnement, ou les jeunes en attirance, ils sont là, ils sont voilà, dans notre société. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on pousse un petit peu plus loin et qu'on mette des systèmes d'accompagnement, parce que c'est par contre là où il y a une vraie difficulté. On se rend compte qu'ils s'installent, il faut du temps. L'école, on l'a dit tout à l'heure, les a rajeunis, donc on a un peu un trou. Hein, on a un trou, il va falloir qu'on l'occupe. Et puis, comment on va plus loin? On a un titre au niveau des maisons familiales, qu'autrefois ça s'appelait CCTAR, hein, certificat de capacité qui était très connu, mon technicien agricole. On se rend compte qu'aujourd'hui, sur un échantillon de 1000 jeunes qui ont suivi cette formation, 50% sont en installation. Hein. Donc il faut aussi du temps de la maturation. Premier point, et je redis le deuxième, et Philippe le disait, je crois que cette population de jeunes en basculement, en interrogation, et je dirais ouverts à d'autres approches, ils sont là, ils sont parmi nous, il faut qu'on les accompagne de près. Oui, non, je voulais répondre un peu à l'interpellation. Je reprends un peu ce que disait M. Poussin. On ne peut pas se baser sur un exemple à un endroit donné pour le généraliser. Mais cela dit, parce que l'exemple que vous avez pris de la mentalité des jeunes qui viennent en stage chez vous. Moi qui suis en Haute-Loire, département de semi-montagne, zone d'élevage un petit peu difficile et où c'est difficile, sauf dans les plaines, de faire des grandes cultures, les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Et la deuxième chose, vous avez parlé de la question des enseignants, je ne nie pas qu'il n'y ait pas, et même dans mon propre établissement, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement une fracture entre ceux à qui on a demandé dans les années 80, jusque dans les années 80, à enseigner tel modèle, qui effectivement ont un peu de mal à retourner leur veste comme ça rapidement. Et c'est par les discussions au sein des équipes pédagogiques, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que nous on défend beaucoup dans l'enseignement, qui est une des particularités de l'enseignement agricole, qui est la question de la pluridisciplinarité, parce que ça oblige effectivement, alors d'une part, à élargir l'œil au-delà de la technique, puisqu'il y a aussi des enseignants d'enseignement général, etc. Et puis ça permet même, entre profs de technique pure, de travailler entre eux et d'avoir une discussion entre le vieux qui veut reproduire, enfin excusez-moi, je commence à en faire partie, non mais qui veut reproduire les modèles d'il y a quelques années, et puis le jeune qui a envie de faire avancer les choses. Et encore une fois, je pense que c'est des choses qui vont progresser, mais encore une fois, effectivement, c'est pas du tout pareil quand on est dans une zone de grande culture ou quand on est dans d'autres zones géographiques. Oui, donc je voudrais reprendre quelques petites choses qui ont été dites avec lesquelles nous, peut-être à la Confédération paysanne, on n'est pas d'accord. Par exemple, disant qu'il faut du temps et peut-être beaucoup de temps. Nous, on pense, peut-être ça prendra du temps, mais on pense qu'il y a vraiment urgence. Il y a vraiment aujourd'hui des paysans qui souffrent énormément. Alors c'est vrai que des adhérents de notre syndicat, il y en a un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Adhérer à la Confédération paysanne n'est pas une garantie de ne pas avoir de soucis financiers, mais n'empêche qu'on a choisi l'autonomie. On a
a toute une pratique d'agriculture paysanne justement qui fait qu'on est un petit peu plus résilient sur nos fermes en général, mais pas tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. Et je dis qu'il y a urgence. Et je dis aussi que les politiques, elles peuvent être hyper efficaces et hyper rapides s'il y en a qui s'en donnent la peine et si ça se défend. Alors en France, on a une chance. On a encore des fermes de petites et de taille moyenne. Et c'est un peu parce que la Confédération paysanne existe, je vais dire, on a cette chance-là. Aussi, on a la SAFER qui fait quelquefois des choses bien et qui préserve un peu de foncier, pas suffisamment, mais un peu. Donc on n'est pas comme le pays, comme l'Allemagne, par exemple, ou comme l'Angleterre. Mais cependant, malgré tout, quand les politiques veulent s'en donner la peine, ils réussissent à changer les choses en très peu de temps. Je vais prendre un exemple, la politique agricole commune. On favorise par exemple des surfaces de maïs irriguées. En très peu de temps, de Bergerac à Pau, moi j'habite pas loin de Bergerac, il y a du maïs partout, à droite, à gauche. On change un tout petit peu la PAC, tiens, on voit apparaître d'autres cultures, c'est bizarre, en quelques années. Très vite, très vite. Donc ça peut changer. Les politiques appuient sur un levier, ça marche. Bon, donc, ce qui se passe en France, c'est qu'on est dans un pays, alors ça c'est quand même lamentable et indigne de notre pays, on est dans un pays où on est encore dans le monosyndicalisme, où il y en a qui croient qu'il n'y a qu'un seul syndicat qui existe et ils ne laissent pas la place. Et ça, du coup, on ne peut pas avancer. Je vais vous donner un exemple. C'est pas un exemple. Moi, je vais à des réunions nationales au ministère de l'Agriculture. Par exemple, un jour, la FNSEA décide, parce qu'ils ne sont pas contents, de bouder la réunion. Du coup, tous leurs copains ne viennent pas, donc il y a 20 personnes de moins. Si moi je boude, il y a une personne de moins, c'est moi, voilà, je viens pas. Du coup, la réunion, il y a quand même des gens qui sont là, qui sont déplacés, qui ont fait des kilomètres et tout. La réunion a lieu, on discute, mais il n'y a pas de compte-rendu et on nous dit la réunion n'a pas eu lieu. Carrément, on est dans le surréalisme parce qu'il y a un syndicat qui a boudé. Donc on est encore là-dedans, on est encore dans le monosyndicalisme. Les règles, si ça existait comme ça au niveau des syndicats de salariés, mais ça mettrait le feu. Donc on est là où on peut pas. Par exemple, si nous on demande, par exemple, de simplement, vous parliez tout à l'heure des jeunes qui, moi je suis d'accord avec vous, c'est un changement sociétal, ça c'est sûr. Nous par exemple, si on vient dans les lycées pour enseigner le diagnostic agriculture paysanne, on peut le faire, on propose ça. Ça peut durer un jour, 2 jours. On peut faire une demi-journée seulement s'il n'y a pas plus de temps. Ça ouvre des perspectives. Je ne dis pas qu'on va changer les choses en 2 jours, évidemment, mais ça même, on n'y arrive pas. On devrait systématiquement, notre diagnostic, nous on estime, il devrait être enseigné, quoi. Je veux dire, c'est pas grand-chose si on te réclame 2 jours dans tout l'enseignement, dans toute la formation d'un jeune, quoi. Voilà, donc ça, on est encore là-dedans. Et autre chose aussi que vous avez dit tout à l'heure, on peut pas changer parce qu'il faudra garder de l'agriculture de masse, de la production de masse. Certes, hier, il y avait une conférence sur la relocalisation. On disait il faut des idées. Il y a plein d'idées qui sont en train de naître. Des façons différentes de distribuer les produits. De relocaliser, non pas d'aller tous faire de la vente directe, mais par exemple des structures coopératives qui mettent sur les produits en marché. La loi qui vient de dire qu'il faudra 40% de produits locaux dans la restauration collective. Enfin, il y a plein d'idées qui arrivent et ça peut aller très vite. Et les jeunes qui arrivent aujourd'hui, en tout cas dans nos circuits, tu pourrais en témoigner, ils ne veulent plus ce système aller donner du minerai à l'industrie. L'industrie qui nous pique notre valeur ajoutée, qui nous fait vendre en dessous de notre prix de revient, qui fait qu'on en crève. Et ça, c'est fini, on n'en veut plus. Autre chose aussi, on dit, votre circuit, vous n'accompagnez que des maraîchers. Eh bien non, aujourd'hui, par exemple, chez moi, en Dordogne, il y a des espaces tests en vigne. Il y a des espaces tests en petits élevages. On fait des espaces tests où le jeune n'est pas obligé de partir dans l'endroit. Il fait son espace test sur place avec le système de protection sociale, etc., adéquat. Et ensuite, si ça marche, il reste. Donc on n'installe pas, comme d'ailleurs nous on n'installe pas, c'est des gens qui s'installent eux-mêmes, on les accompagne, pas que des maraîchers. Les maraîchers, c'est important. Dans le village à côté de chez moi, il y avait 27 maraîchers dans les années 50. Là, il n'y a pas longtemps, il y en avait 1. 3 nouveaux viennent de s'installer. La Chambre d'agriculture m'a dit « Ça suffit maintenant, vous avez assez installé de maraîchers, il y en a assez. » Non, il y en avait 27. Pourquoi ne pas en remettre 27 ? Je profite de ne pas avoir de tour de parole devant moi. Donc n'hésitez pas à lever la main pour simplement dire que j'ai été particulièrement, j'avais envie de réagir par rapport à la question de la pluridisciplinarité dans les enseignements, notamment par rapport à la difficulté d'appréhender l'approche revendicative et volontairement revendicative de la Confédération paysanne, de ne pas rentrer par une approche technique et de rentrer par une approche sociétale, et de la nécessité que ça impose et de la façon dont ça peut ne pas rentrer directement dans les cases de l'enseignement, mais
quand même, il me semble, dans l'enseignement agricole, il y a beaucoup plus de marge pour utiliser cette pluridisciplinarité que dans l'enseignement de l'éducation nationale. Et il me semble que c'est une voie à poursuivre pour réussir à former et à l'approche des modèles et à la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Christine, tu voulais? Oui, donc moi je suis paysanne dans la Drôme, donc je fais du raisin de table et je voulais avoir 2-3 petites réactions. Donc Michel a dit plein de choses super intéressantes. Au niveau pour rentrer, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour pouvoir rentrer dans l'enseignement agricole, faire des interventions que la conf, c'est rare qu'on puisse, mais les ADR un petit peu plus. Et la plupart du temps, c'est vraiment lié à la volonté d'un enseignant. C'est donc quand on parlait de certains plus jeunes peut-être qui ont une formation différente, sur le terrain je trouve que c'est vraiment flagrant quoi. C'est quand un enseignant estime que c'est vraiment important, il faut que j'ai l'impression qu'il se batte lui-même à l'intérieur de l'établissement et après l'ADR peut arriver et apporter une autre ouverture. Et ce qu'on constate, c'est qu'en général les jeunes sont super intéressés. Donc certains mettent font un blocage immédiat et d'autres, ça leur fait une ouverture. Donc c'est vraiment très important d'aller chercher les enseignants, quoi. Et je voulais dire juste en réaction par rapport à ce que tu disais, moi je trouve que c'est quand tu dis que il n'y a pas assez de questionnement de la part de jeunes, je trouve que ça va avec ce qui a été dit là, c'est-à-dire que certains oui parce qu'ils viennent souvent pas de milieu agricole, mais après quand on voit les freins qu'il y a par rapport à l'évolution des programmes, par rapport à des enseignants qui ont du mal à bouger, du coup par rapport aux fermes des établissements qui parfois ont du mal aussi à montrer un autre modèle, c'est normal que les jeunes n'ont pas tous cette ouverture, mais bon, ça avance. Mais comme disait Michel, ce serait bien que ça avance plus vite encore, mais bon. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, comment ? Oui, ça avance, c'est indéniable, mais voilà, ce serait bien d'aller plus vite. On aime, nous, à la Confédération paysanne, on aimerait que ça aille plus vite. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on peut. C'était vous, ouais, c'est ça. Actuellement, on peut pas nier qu'il y ait ce besoin d'un autre type d'agriculture, donc agriculture de transition. On aille vers une autre agriculture. Je peux vous assurer que dans certaines institutions, si on le nie, au niveau des ADR, on nous dit il y a de l'agriculture et les gens que vous accueillez ou ce que vous faites vous, c'est pas de l'agriculture. Donc il y a des gens institutionnels qui le disent avec ces mots-là. Donc ça existe encore. C'est pitoyable, mais ça existe encore, vraiment. Et il faut vraiment se battre. Et par rapport ce que vous disiez aussi, en fait, donc il y a des agricultures plus petites, mais qu'on a besoin d'agriculture de grand volume. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de grosses exploitations. Nous à la Conf, on ne dit pas qu'il en faut pas. Alors qu'il ne faille pas d'agriculture industrielle, donc d'énormes exploitations, ça on le dit, il en faut pas, on n'en a pas besoin, c'est pas vrai. On nous met dans la tête qu'on en a besoin, mais c'est faux. Si on multiplie les petites ou la moyenne agriculture, les petites structures, si des maraîchers on en met partout, eh bien on va alimenter la population, il n'y a aucun problème. Si des éleveurs, il y en a partout, sur des volumes petits, moyens, on alimente la population. Et l'agriculture, elle est là pour quoi ? Pour nourrir. La première fonction, c'est de nourrir. Et du coup, quand elle nourrit, le paysage s'en trouve mieux, la planète aussi, etc. Mais donc, on n'a pas besoin de gros volumes. Les gros volumes, on arrive à les produire sur des petites structures. Dans le monde, là, ce sont des chiffres officiels qui sont sortis. Or, dans le monde, 80% de l'alimentation est fournie par des petites structures, par des petits paysans. Et c'est pas les gros. Voilà. Et sur peu de foncier, avec peu d'utilisation d'eau, avec une agriculture économe. Donc c'est vrai qu'on nous martèle, ce qu'on nous oppose toujours aux petites fermes, vous êtes bien gentils, mais enfin on a besoin de volume. Mais les volumes, on les a avec les petites fermes aussi. Voilà.
Si je peux réagir, je ne l'ai pas mis en opposition, mais effectivement, quand on regarde par rapport à des céréales ou autres, mais vous avez raison, si on revenait à 1 million d'exploitations de proximité et après des systèmes de collecte ou autres, hein, je dirais pour être fils d'agriculteurs 7 hectares SAU Dordogne, on a mangé quand même, hein, et on était nombreux et on faisait de la petite production. Voilà, simplement, je dirais dans des modèles, des modèles en mutation, voilà, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais je dirais si demain matin, moi je veux ma baguette et vous aussi, aujourd'hui, et on est nombreux, je dirais il faut quand même produire, ne serait-ce qu'en céréales, beaucoup, ou alors il va falloir trouver un autre système de massification, je dirais, de la collecte. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas massification de la production, il y aura massification de la collecte. Mais je ne me mets pas en opposition, je dirais, voilà, c'est plutôt des mutations ou comment on accompagne un peu ces éléments. Si je parlais du Brésil tout à l'heure, ne me demandez pas si je suis d'accord avec la production agro-industrielle telle qu'elle est faite à côté des petits paysans. C'est trop éloigné. Mais effectivement, malgré tout, je crois qu'on ne peut pas, et surtout nous, en éducateurs auprès des jeunes, si on veut les mettre en questionnement et en regard positif sur l'ensemble, on ne peut pas être dans le tout ou rien. Hein? Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au Brésil notamment, mais c'est aussi valable pour nous. Au Brésil, effectivement, il y a 2 ministères de l'agriculture, sauf qu'il y en a un qui est pour le nord, une agriculture qui détruit la forêt, qui chasse les Indiens, qui fait une agriculture d'agrocarburants. Donc des masses, c'est pour les agrocarburants. Les céréales, ça peut être pour les agrocarburants. C'est ce qui se passe en France, avec d'énormes subventions. Si c'est ça les volumes, on n'en veut pas. Et en revanche, le deuxième ministère, c'est pour l'agriculture ils appellent ça familiale au Brésil, du sud. Il y a plein de petites fermes, des paysans très engagés, très syndiqués, qui font partie de la Via Campesina. Donc c'est pas nous on veut celle du Sud, et 2 ministères, c'est 2 pays différents finalement, hein, le Nord et le Sud. Je suis d'accord, mais nous on accompagne, c'est les petits, hein, d'accord? Moi, je voulais revenir sur la question de la formation continue qui a été abordée et sur également les difficultés qu'on a à entrer dans ces formations-là et à pouvoir parler du modèle d'agriculture paysanne. Puisque en général, c'est des formations qui sont proposées, en tout cas chez nous, beaucoup par la Chambre d'agriculture. Et bien évidemment, la porte n'est pas très ouverte, même pour parler, que ce soit pas forcément de modèle, mais pour parler, dire qu'on existe et qu'on propose des dispositifs d'accompagnement et qu'on est là. Aujourd'hui, c'est impossible pour nous d'entrer dans ces structures. Ce qui fait que les gens qui sont dans ces formations-là, eh bien, ils font la démarche parallèle de venir nous voir. Parce que, d'une part, ils ne se retrouvent pas forcément en adéquation avec les autres, on va dire, les élèves qui sont sur d'autres modèles. Et puis, c'est pareil pour le point info installation. Alors, en tout cas, chez nous, c'est ça. On n'y a pas accès. C'est incroyable, mais et ça continue. Ça fait des années et ça continue de perdurer dans ce sens-là. Et puis je voulais revenir aussi sur la question de l'évolution des mentalités des élèves dont monsieur a parlé tout à l'heure. On organise ce qu'on appelle le challenge agriculture paysanne avec des établissements agricoles qui en gros la classe va visiter une ferme et puis l'étudie au regard de l'agriculture paysanne. Fait un petit diagnostic agriculture paysanne. Dans le retour des élèves, c'est assez frappant, effectivement, le fait que ceux qui réagissent le mieux sont ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole. C'est vraiment flagrant. On le voit de façon assez frappante. Ouais. Non, peut-être, je ne sais pas donc exactement quelle est la place que vous pouvez avoir sur l'enseignement continu. Les lycées publics, oui, ont des BPRA. Il me semble que vous êtes moins présents, c'est cela? Sur la formation continue, si? D'accord, donc peut-être vous répondre à l'interrogation par rapport au... Oui, mais je l'ai dit en partie tout à l'heure, et je le redis, et d'ailleurs dans ton intervention tu l'as dit, la grosse difficulté c'est qu'il y a quand même une grosse partie de la formation continue a été renvoyée vers les chambres d'agriculture.
Voilà. Et d'où, du coup, la difficulté que vous avez à pouvoir y entrer. Et je le redis encore une fois, et j'en profite pour dire, je crois que c'est vous qui avez évoqué tout à l'heure le fait que ça repose sur des individus. C'est vrai. Quand j'évoquais le fait qu'on avait forcé à ce qu'il n'y ait pas que l'intervention de la FDSEA, mais aussi l'intervention de la Confédération paysanne, c'était un collègue et moi-même, parce qu'on en était convaincus. Mais on s'était battu contre notre propre direction qui n'en voulait pas. Mais qui n'en voulait pas en même temps parce que le président de notre conseil d'administration était le représentant de la FDSEA. Voilà. Donc qui faisait tout. Voilà. Donc de toute façon c'est aussi toujours un peu humain. C'est vrai que si personne prend son bâton de pèlerin et en est convaincu, moi j'en profite pour dire que au niveau de mon organisation syndicale, là je sors du système, c'est quelque chose qu'on défend, le pluralisme d'expression. Donc je vous invite, si vous avez effectivement des difficultés, à nous saisir, parce que par le biais de nos sections syndicales, on peut aussi agir de l'intérieur pour faire évoluer cet état de fait. Voilà. Je vais être d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Le Boiteux. S'il y a des problèmes dans un CFC, donc, puisque le CNEAP a aussi des centres de formation continue, il faut en discuter. Il faut m'en parler. Parce que je ne peux pas dire... non mais voilà, je ne peux pas dire qu'on souhaite proposer à l'ensemble des jeunes, et donc c'est la même chose pour les adultes, les dispositifs de formation qui existent et les modèles d'agriculture qui existent, si je ne suis pas capable dans mon réseau d'accueillir en fait ce que vous représentez. Je ne suis pas à ce point contradictoire quand même, quoi. Donc s'il y a des difficultés concrètes en fait pour rentrer dans les CFC, qu'on en parle. Maintenant, si on dit quelque chose de politiquement très incorrect, la formation continue, c'est un marché. C'est un marché concurrentiel et l'un des problèmes, c'est ça. Voilà. Nous, on a des CFC. On peut l'ouvrir, en fait, bien évidemment, à des formes alternatives de la vision de la ruralité et du monde paysan, mais vous êtes sur des structures, en fait, très concurrentielles. On ne peut pas cacher ça. Oui, je voulais dire, nous, à la Confédération paysanne, on a participé entièrement aux assises de l'installation, qui ont commencé, je crois, en 2012, je ne sais plus exactement la date, ou début 2013. Pour lesquels il y a eu quand même des améliorations et notamment on a beaucoup bataillé pour la reconnaissance de toutes les structures d'accompagnement, à la fois accompagnement à l'installation et accompagnement à la transmission. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des structures, des ADR ou d'autres structures, des GAB, donc les structures d'agriculture biologique, des CIVAM ou d'autres structures qui ont pu passer des conventions avec les points accueil installation ou avec la chambre d'agriculture, enfin ça dépend de comment ça se passe dans le département, et qui ont pu être financés parce qu'il n'y a pas de raison. Si on considère que le boulot qu'on fait, il est utile, il faut qu'il soit financé. On va pas demander à nos animateurs de travailler bénévolement. Ça peut durer un temps, mais pas quand même. Bon, donc c'est fait. C'est pas fait encore pour la transmission parce que du coup, comme il y avait la réforme territoriale en même temps, du coup ils ont dit on n'a pas le temps, c'est les chambres qui vont s'occuper de la transmission. Du coup, on avait des structures, on accompagne d'une manière beaucoup plus efficace la transmission que les chambres d'agriculture. Faut le dire, hein, nos chiffres ils sont vraiment, ils le montrent parce qu'en fait les répertoires départementaux à l'installation où il y a les gens vont s'inscrire, ben ça sert pratiquement à rien. Moi, quand j'ai cherché un successeur à une époque pour ma ferme, un des associés, le répertoire départemental, on aurait pu attendre longtemps. Heureusement qu'il y avait les ADR, la Confédération paysanne, tout ça. On a trouvé de nombreux porteurs de projets qui cherchaient. Et donc on a pu être mis en contact, voilà. Seulement, voilà, c'est toujours pareil, c'est les politiques. S'ils veulent pas, alors là, il faut se battre parce que même quand au ministère on dit il doit y avoir telle structure qui doit être reconnue et tout, sur le terrain, ils sont capables de dire non, on veut pas. Par exemple, un point accueil installation. Il n'y en a eu qu'un seul qui était qui est géré par le réseau agriculture paysanne, qui est en 0,5. Les GA n'ont pas voulu en convenir, ils sont partis à côté. La Chambre a refusé de leur donner un bureau. Enfin, la démocratie n'est pas respectée, la loi n'est pas respectée. C'est carrément incroyable. C'est pour ça que je dis que le système mono-syndicaliste, presque mafieux, excusez-moi, je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les ondes, donc j'ai pas peur de le dire, eh ben, il continue en France. Après, donc, je ne sais pas si vous pourrez, répondre, mais ça va un petit peu dans le sens de Michel. C'est par rapport à ce que vous lui avez dit. Donc, vous avez dit à Lucie de la SIAP en disant que s'il y a un dysfonctionnement, si
il n'y a pas possibilité de pouvoir intervenir, de donner une information, qu'on vous le dise et que peut-être vous allez pouvoir faire quelque chose. Mais ce que j'avais envie de vous demander, c'est que est-ce que réellement vous avez le pouvoir de faire quelque chose? Est-ce que la pression et la force de ce qu'on appelle la profession, donc le syndicat majoritaire, est-ce qu'ils n'ont pas trop de pouvoir? Et est-ce que vous allez réellement pouvoir dire, moi je veux que des structures alternatives puissent donner l'information, c'est-à-dire que si dans tous les départements où on a un souci pour pouvoir, alors voilà, je ne parle pas syndicalement, on va dire les ADR, les SIAP, on a les Compagnons de la Terre, donc qui font qui sont des espaces tests. Si on propose de venir dans les établissements pour faire l'information et que ça ne se passe pas, qu'il y a des refus, est-ce que vous avez le pouvoir d'obliger les établissements à faire cet accueil pour que les jeunes aient cette ouverture? Oui, pourquoi je l'aurais pas? Enfin, la FNSEA, le syndicat que vous appelez majoritaire, on travaille avec. Parce qu'ils sont présents sur le terrain, parce qu'ils sont là, parce qu'on les connaît. La Confédération, je disais tout à l'heure, et avec monsieur quand on s'est rencontrés hier, c'est la première fois, je crois, qu'on se parle. Et quand il faut le dire aussi, on peut aussi se le dire comme ça. C'est la première fois qu'on se parle. Et quand vous m'avez invité, moi j'ai répondu oui. Parce que je trouvais intéressant, à la fois en fait qu'on soit là avec vous, quand on m'invite, moi je viens, et puis je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, que une philosophie, on va dire, des territoires ruraux que vous défendez ne m'est pas étrangère. Donc je me sens parfaitement à l'aise là-dessus. Donc, dans nos conseils d'administration, et je voudrais le dire précisément, que ça soit le conseil d'administration du CNEAP, la Fédération nationale, ou dans les conseils d'administration des établissements, il n'y a pas de représentation syndicale. OPA, j'entends. Il n'y a pas la Conf, il n'y a pas la FNSEA, il n'y a pas je ne sais pas qui. Il y a des administrateurs, dont la plupart sont des membres des milieux professionnels ruraux, ça veut dire pas que agriculteurs, et dont certains, bien évidemment, adhèrent à tel ou tel syndicat. Mais ils ne sont pas là en tant que représentants un syndicat. Je n'ai pas dans mon conseil d'administration nationale 2 postes pour la FNSEA, 0 poste bien sûr pour la Conf, et 1,5 poste pour je ne sais qui. Ça fonctionne absolument pas comme ça. Nous ne sommes liés à aucun syndicat en particulier et travaillons avec les partenaires pour pouvoir faire avancer, encore une fois, ce qui est notre métier, c'est-à-dire la formation des jeunes et puis aussi la formation continue. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. La deuxième question que vous posez, est-ce que donc, puisque je ne suis inféodé à personne, vous avez le pouvoir d'imposer, par exemple, mademoiselle, ça c'est autre chose. Les établissements, parce que nous sommes une fédération professionnelle, sont libres. Mais la fédération peut inciter à, peut préconiser, peut recommander, peut introduire, peut je ne sais pas quoi faire, ne serait-ce que simplement faire connaître, en disant voilà, là on a une proposition intéressante, ce que vous avez dit tout à l'heure sur les parcelles tests ou des choses comme ça, mais il y a des choses à faire là-dessus. Et nous, on pense que ça serait bien que les jeunes soient en contact avec ça, selon des modalités à définir. Ça, moi, je peux le faire. Maintenant, imposer à un chef d'établissement, voilà, mardi prochain, 15h, tu vas rencontrer cette personne-là, la réponse est non. Et puis, je vais vous dire, c'est pas la philosophie non plus de notre fédération, mais rentrer dans une mécanique, en fait, quelque part, où on va ouvrir nos établissements davantage en fait à des modèles alternatifs, pour reprendre cette expression-là, de production ou même de savoir-vivre, la réponse est oui. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer partout demain, parce qu'il peut y avoir des établissements qui effectivement disent mais non, moi je veux pas, alors c'est pas vous en tant que personne bien évidemment, mais moi je veux pas rencontrer ces gens-là. Ça va arriver. Eh ben, ça arrive maintenant, et puis dans 6 mois, il y en aura moins, et puis dans 3 ans, tout le monde le fera. C'est un mouvement, c'est un mouvement, voilà. Je comprends bien l'importance, je comprends bien l'urgence. J'entends le côté, voilà, c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant, on est dans un mouvement. Et le mouvement, il prend du temps. Mais moi, voilà, je peux pas... on se voit après si vous voulez. Oui. Il va pas nous rester énormément de temps. J'ai vu 2 prises de parole, c'est ça, 2 demandes. Allez-y. Moi, je serai très court. Je vous remercie beaucoup. Mais... Là, il parle. Quand on tient des propos incorrects,
Oh, je pense pas que je tiendrai des propos incorrects. Je vous remercie beaucoup de nous inviter, justement, mais c'est vrai que nous, la difficulté aussi, et il faut reconnaître à la conf, et surtout au niveau local, c'est que souvent, on n'est pas beaucoup, on a aussi des moyens humains limités, et c'est vrai que c'est parfois, on s'est fatigué, parfois à contacter, et après on ne le refait pas forcément. Mais j'ai bien entendu, et voilà. Il y a une porte qui est ouverte quand même, en tout cas. Oui, juste, mais c'est une réflexion plus sur une question de mouvement. Moi, je trouve qu'il y a juste une grosse différence entre les échanges qui peuvent avoir lieu ici, où on vous cause à vous l'enseignement agricole et on parle d'approche territoriale, vous trouvez ça super. Et en effet, face à ça, il y a une espèce quand même, rien que si on se retourne, de rouleau compresseur et de culture agricole, des drones qui vont faire des nouveaux types de traitements, etc. Et en fait, juste, ce qui m'amène une question, une question, c'est même pas trop une question, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros décalage entre ce que pensent les chefs d'établissement, mais un petit peu plus en milieu confiné, ce qui se dit en gros un peu en interne, et puis nous-mêmes quand on a des échanges avec des gens de la chambre, et en petit milieu confiné, on va nous dire mais oui, mais la transformation de la vente directe, c'est super, etc. Il en faut sur nos territoires. Et puis cette espèce de culture agricole du tout moderne, etc., qui est sans doute très bien, le tout moderne, sauf qu'en fait, les petites fermes dont on parlait avant avec des approches territoriales, elles pourront pas vivre, elles peuvent pas supporter cette technologie-là. Et voilà, je me demande si des fois il n'y a pas... en fait, c'est bien de parler dans les milieux confinés de ce type d'agriculture, mais est-ce que des fois le monde agricole et l'enseignement aussi a pas un petit peu du mal à assumer cette position-là et à leur revendiquer de façon plus large auprès de ses élèves, quoi. Ce qui donne que nous, quand on est en stage 21h, quand on s'installe, etc., on est encore très régulièrement face à des gens qui sortent d'écoles d'agriculture, avec nous en Bretagne, des projets d'installation en cochon à 1,5 million, etc. Des trucs qui sont à l'opposé total. Et ces projets-là, ils ont été complètement légitimés dans tout le processus de leur formation agricole, parce que c'est ce rouleau compresseur-là avec la communication d'une agriculture très 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 ultra moderne, mais qui coûte cher et qui fait que l'homme il peut peut-être pas en vivre en fait. Donc je sais pas, moi je trouve c'est bien d'en parler comme ça en milieu confiné, mais des fois il faut aussi le revendiquer plus fortement au sein de l'enseignement, peut-être, parce que c'est là qu'on peut vraiment sensibiliser, quoi. Alors, Jean-Marie voulait répondre déjà à la question précédente, et puis après, voilà, et puis on va s'approcher de la fin du débat. Du coup, par la même réponse, je vais répondre aux deux choses. J'ai évoqué tout à l'heure, et pour nous, ça nous semble quelque chose de très important, la refonte des programmes du Bac Pro CGEA, parce qu'il est quand même au cœur de la problématique d'aujourd'hui. Et justement, un des moyens de faire avancer, c'est conduite et gestion de l'entreprise agricole. C'est entreprise. Ouais, bon. Voilà. Non, mais y compris quand on va revoir le truc, on peut changer le titre. Ouais. Voilà, c'est le diplôme principal qui prépare à l'installation. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment au cœur de la problématique d'aujourd'hui. Et toutes ces questions-là, mais si on revoit les programmes, c'est là-dedans qu'il faut les introduire. Et donc effectivement, parce qu'un enseignant, il n'a pas toute liberté d'enseigner ce qu'il veut. Il est quand même aussi tenu par le contenu qu'on lui dit d'enseigner. Donc c'est un des leviers. Alors évidemment, dans toutes ces discussions, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans toutes ces discussions, il y aura aussi la FNSEA, mais est-ce qu'il n'y a pas la Confédération paysanne autour de la table pour dire autre chose? Et je peux dire que nous, on défendra plutôt, puisqu'on y est aussi en tant que représentant des personnels, on défendra plutôt la conception que vous avez d'une agriculture paysanne que la version que veut pousser la FNSEA. Et peut-être qu'en s'y mettant tous ensemble, on fera bouger les curseurs. On n'inversera pas la mécanique, mais on fera bouger les curseurs. Et j'en profite pour répondre justement à la question de votre capacité d'intervenir dans les formations. Moi, j'imagine très bien qu'on peut prévoir dans les programmes d'un diplôme qui conduit à l'installation quelque chose qui est autour de le syndicalisme agricole. Et on peut très bien, là aussi, obliger à ce que, dans cette partie d'enseignement, il y ait l'obligation de présenter le pluralisme. Moi, je jette cette idée, mais ça peut aussi être une des façons de faire avancer les choses.
Oui, enfin c'est ça la réponse à la question que moi je peux apporter en tous les cas, c'est une ouverture à un pluralisme, on l'a dit tout à l'heure déjà, il existe aujourd'hui parce qu'on est dans une période, encore une fois, de transition et un mouvement, à la fois ce qui est proposé ici, à la Conf, et puis c'est vrai, ce qui est proposé plus loin à la FNSEA, les drones qui sont là, la ferme digitale qui est là-bas, et je ne sais quoi, ce qui est dans le bâtiment d'à côté. Mais si on est dans la négation de ça, on ne voit pas le monde en fait. Le monde, il est composé à la fois de vous, du projet qui est défendu ici, et de tout ça. Et donc pour nous, au niveau de l'enseignement agricole, formation initiale. Sur la formation continue, j'entends bien que c'est autre chose. Hein. Mais sur la formation initiale, à partir du moment en fait, où on prépare des jeunes à rentrer dans le monde agricole, à en faire leur métier, on doit présenter l'ensemble en fait, des possibilités qui existent. Après, moi, je ne suis pas un expert en usage de drones, je ne vais pas vous répondre là-dessus, je ne sais pas. Il me semble en fait qu'il peut y avoir, il peut peut-être ne pas y avoir contradiction entre le type d'agriculture que vous défendez et le modèle humain que vous représentez et l'utilisation d'un certain nombre de techniques. La technique, elle est liée d'abord à un type d'usage. La technique, le drone en soi, j'en ai pas chez moi, hein, mais le drone en soi, il n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend ce que vous en faites. Ça dépend ce que vous en faites. Et moi, je suis allé les voir l'autre jour parce que je trouvais intéressant qu'ils m'expliquent ce qu'ils faisaient. Selon en fait ce que vous voulez voir de votre parcelle de terre, vous pouvez parfaitement avoir une utilisation respectueuse de l'environnement en programmant ce que les capteurs en fait ou les détecteurs de ces drones mettront pour trouver l'information qu'il vous est nécessaire d'avoir. On n'est pas en fait que sur la maximisation des intrants ou des produits phyto ou de je ne sais quoi. Donc c'est pas la technicité, c'est pas la technologie en elle-même qui pose problème, c'est ce à quoi elle sert. C'est pour ça que moi j'aime pas trop qu'on oppose en fait les deux. Et il faut une technicité sur le numérique éducatif et Dieu sait que ce sont des enjeux importants chez nous et à l'éducation nationale aussi. La ferme digitale qui est là-bas ne représente pas en fait que l'horreur. Maintenant, si toutes les fermes sont demain une ferme digitale, alors ça c'est l'épouvante. On est bien d'accord. Mais un certain nombre de choses qui sont proposées par l'utilisation de logiciels, c'est-à-dire de notre réalité aussi du quotidien. On est quand même beaucoup à avoir un téléphone sur nous qui donne en fait une multitude d'informations, permet des choses. Si pour autant ce téléphone-là remplace le lien humain, c'est de la catastrophe. S'il le favorise, c'est un outil qui est positif. Il ne faut pas rejeter la technicité en bloc. C'est souvent d'ailleurs la manière dont vos détracteurs caricaturent votre position du rejet de la technique. Hein, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. La technique en soi, alors c'est terrible ce que je vais dire, pardonnez-moi, mais la technique en soi présente une forme de neutralité. L'usage que l'on en fait, non. Et moi, je me permets... Non, mais là aussi, c'est pour peut-être en guise de conclusion de ma part. Je pense que le mouvement associatif familial dans lequel nous sommes des ruraux, je dirais, c'est effectivement, si on se place d'un point de vue famille, c'est comment on peut accompagner, on va dire au sens éducation avec un grand E, au sens global, l'approche des jeunes pour qu'ils puissent appréhender le monde qu'il a autour de lui, qu'il soit en questionnement, qu'il soit critique et qu'il s'insère dans son territoire. Donc nous, on est militants pour un espace rural pluriel, diversifié, avec du monde et où dans cet espace les jeunes peuvent évoluer, grandir, s'installer, je dirais, et participer en tant que citoyen, acteur social de la société civile et puis professionnel effectivement dans son territoire et dans la diversité. Pour ça que ce qui est très important, c'est dans l'acte éducatif, c'est de favoriser l'ouverture à l'ensemble, le questionnement, le regard et du coup ne pas être dans quelque chose qui est clivé, au contraire positionné. Donc quand on dit il faut accélérer les processus, oui, ça veut dire, pour moi, j'entends, il faut accélérer le questionnement, accélérer les regards. Simplement, on ne peut pas se positionner sur du choix. Je dirais, on ne peut pas, je reviens et j'en termine là, comme une famille ne peut pas dire à ses enfants, tu feras comme ça. Mais par contre, lui ouvrir les yeux sur le monde, et puis on vient de terminer notre projet. Si je reprends un dernier point, voilà, on veut œuvrer avec d'autres, et avec vous sur le positionnement sur lequel vous êtes et avec d'autres, pour favoriser, je dirais, l'insertion des jeunes, sociale, professionnelle, familiale, dans un monde, et je cite, dans un monde plus juste, plus harmonieux et plus solidaire. C'est ça qui est important et je pense que cette génération de jeunes est là. Tu veux t'exprimer avant de...
Merci. Oui, c'est vrai que ce que vous avez dit, souvent à la Confédération paysanne, on nous dépeint, on nous caricature en disant qu'on est pour l'agriculture de grand-papa, pour passéiste, anti-technique, etc., ce qui est totalement faux. D'un autre côté, on nous dit qu'on est des intellos, donc c'est un peu contradictoire. En fait, nous, on est un peu comme vous, on peut dire effectivement que la technique est neutre, sauf que certaines techniques, quand elles se répandent, elles changent carrément la forme de la société. Et donc, on n'est pas contre la technique, on est pour s'interroger, porter une réflexion sur la technique quand elle arrive. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on était pressé, il y avait urgence à changer de modèle, en revanche, là, nous, on dit souvent, attention, ne répandez pas cette technique tout de suite, elle peut être dangereuse. Et puis, ça fait rien, on nous écoute pas, on la répand. Si je parle des OGM, par exemple, et après on se dit, ah ben mince, ça faisait ça. Finalement, quand il y a des OGM, il y a plus d'herbicides que quand il n'y en a pas. Ah ben, on nous avait dit l'inverse. Donc, par exemple, on nous dit aussi, par exemple, et on est contre aussi quand on nous oblige à la technique. Par exemple, obliger les gens à faire du puçage électronique. Et finalement, on se rend compte qu'on commence par pucer nos animaux, puis après on risque de nous pucer nous aussi. Et je dis ça sans rire, parce que c'est vrai, on commence à dire, il y a des montres qui peuvent nous suivre et on saura tout sur nous. Il y a des puces qu'on peut nous mettre sous la peau pour savoir si on est malade ou pas et quel médicament on va nous donner. Enfin, c'est pour ça que nous, quand arrive une technique, c'est vrai qu'on est peut-être on observe toujours, et l'agriculture paysanne c'est ça, observer les pratiques et observer la technique, qu'est-ce qu'elle nous apporte, et voilà. Et donc on nous dit attention, n'allez pas trop vite. Et en fait, en revanche, effectivement, on est dans un monde de marché, un monde libéral, la technique ça se vend, et donc on veut nous vendre ça, et donc on a intérêt à ce qu'on l'achète, les banques ont intérêt à ce qu'on emprunte, etc. Et nous, on veut pas. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'on veut pas toute la technique, on veut pas n'importe quelle technique, n'importe comment. On veut pas que la technique nous fasse disparaître, et on veut pas que la technique fasse disparaître un grand nombre de paysans. Voilà. Vous êtes d'accord, je suppose. Merci beaucoup pour ces échanges et vos participations. Il y a effectivement plein de choses à faire, je pense, par la suite, et une porte ouverte et un dialogue qui a été très constructif, et je vous remercie. Je vous remets là, et je présente en même temps pour tout le monde, le 4 pages de la Confédération paysanne sur l'installation, donc qui inclut un petit peu l'ensemble de nos propositions pour l'ensemble du dispositif, et notamment sur la formation agricole, ainsi que la présentation de la FADEAR, donc l'organisme de développement structuré par la Confédération paysanne, qui présente ce qu'on défend derrière l'agriculture paysanne. Pour la suite du programme, dès à présent, c'est mis en place de l'autre côté un apéritif organisé par Champagne-Ardenne. On reste sur la journée sur l'installation, et donc ils vont notamment présenter leur participation et la structuration qu'ils ont eue dans le stage 21h, puisqu'il y a des départements dans lesquels les choses se passent bien aussi parfois sur certaines choses, et donc c'est le cas des régions, là, pardon pour le cas. Et donc ils vont présenter en tout cas le stage 21h. À 14h, donc tout le monde est invité à passer de l'autre côté. À 14h, il y aura un café installation avec les jeunes qui souhaitent s'installer pour venir rencontrer et découvrir ce que c'est que le milieu de l'agriculture, tel qu'en tout cas qu'on le voit à la conf. Et puis à partir de 15h30, une conférence qui s'appellera Quitter la ville. Donc là, centrée sur les personnes qui sont plutôt en milieu urbain et qui vont ou veulent revenir à la campagne, avec donc la FADEAR, le dispositif relié, Gaspard Dallens qui a été l'auteur du livre Les Néo-Paysans, et un représentant de Semtazad sur donc c'est cette question de quitter la ville. Voilà pour la suite de la journée. Merci à vous. Christine. Je vais juste te donner une petite information, parce que j'ai discuté tout à l'heure avec Charlotte qui a préparé l'apéro là maintenant, donc qui est de Haute-Marne, et elle m'expliquait qu'elles étaient trois jeunes là, à s'être installées assez récemment, et donc elles font un petit peu de maraîchage, un peu de fruitier, elles font de la cueillette, et elle est là, elle pourrait ah bah oui, t'es là. Je crois que tu étais en train de tartiner. Bah, explique un tout petit peu, parce que quand même c'est un... Okay. J'aime pas trop parler au micro, mais... C'est obligé, sinon on t'entend pas. Je me mets là, ouais. Là où tu veux, mais le micro est pris de ton Ok. Alors en fait, on est 3 agricultrices. On fait de la plante aromatique. On fait de la cueillette. On fait aussi du maraîchage, du fruitier, de l'apiculture. Et l'idée du projet, c'est d'avoir une gamme de tisanes qu'on vend en sachet. Et on fait aussi du traiteur avec tous les produits qu'on fait sur la ferme. Et c'est d'avoir
c'est en fait d'amener le produit directement du champ à l'assiette, d'avoir quelque chose de très frais. Et puis de très sympa parce qu'on cultive des vieilles variétés de légumes. Enfin, on s'amuse vraiment avec le végétal. On fait de la cuisine aux fleurs aussi. Voilà. Et puis, du coup, on est en Haute-Marne. Et c'est beaucoup de l'agriculture céréalière quand même. Et du coup, c'est pas évident de faire sa place là-bas, quand même. Et juste pour la petite boisson et puis à manger, vous avez du coup du pesto d'ail des ours tout frais qu'on vient de faire. Vous avez un pâté végétal à base de trompette et des petits biscuits aux fleurs. Donc vous allez avoir des biscuits au sureau, des biscuits au calendula, des biscuits ortie chocolat et vous avez un petit jus de pomme sureau. Voilà. Merci, bon appétit. Merci en tous les cas. Merci à vous d'être venus.